Merci de rester fidèle à EcoJeunes sur New World Economy. Malgré les efforts de nos gouvernants, la question du chômage dans notre pays reste un grand défi, surtout auprès de la population jeune. Le chômage des jeunes, cause, responsabilité et solutions, nous en parlons dans cet entretien exclusif avec notre invité de jour, Hospice Onyamekom. Il est consultant en développement commercial, également fondateur de l'école pratique des commerciaux. Et cet entretien se fera naturellement avec notre confrère qui est avec nous sur ce plateau. J'ai nommé Katé Jacob. Katé, un grand plaisir de te retrouver aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Pour ensemble échanger avec M. Hospice sur cette question. C'est un plaisir partagé. Alors, Hospice Onyamekom, un grand plaisir pour nous de vous recevoir dans nos locaux et naturellement sur les plateaux d'EcoJeunes aujourd'hui. Ça va? Ça va. Très en forme? Très en forme. Ok. Alors, nous traitons d'un sujet très important. Aujourd'hui, la question du chômage, beaucoup plus près de la jeunesse. On note les chiffres que nous avons de façon officielle, c'est que pratiquement chaque année, on a près de 40 000 jeunes diplômés qui sortent dans nos universités et malheureusement, plus des 2/3 de cette population, si on peut le dire, tombent dans le chômage. Et la première question que j'ai bien envie de te poser sur ce plateau, c'est comment on peut expliquer que après, peut-être pour ceux qui ont fait de longues études, 4 ans, 5 ans, pour avoir la licence à l'université, après tout ce temps, on tombe dans le chômage. Et pas pour 2 ans, 3 ans non plus. C'est parti pour 3 ans, pour certaines personnes, 4 ans, 5 ans. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Bien évidemment, qui est-ce qui avait dit que l'école, l'université, la formation dont nous parlons, académique soit, allait garantir un emploi? Qui l'a dit? Qu'on me donne la tête de cette personne-là. Parce que il arrive également qu'on ne se comprenne pas aussi très bien dans la société dans laquelle nous sommes. Il peut y avoir beaucoup d'erreurs, d'incompréhension. D'ailleurs, je vais vous faire une petite démonstration pour vous expliquer quel est l'enjeu vraiment de la question que vous posez. Aujourd'hui, dans le parcours d'un étudiant, BTS, licence, master, 2 ans, 3 ans, 5 ans, qu'est-ce que cela vaut dans son parcours humain? Parce qu'on a un parcours académique, mais on a un parcours humain, on a un parcours professionnel, donc il faut tout distinguer. Et donc le parcours académique va venir s'imbriquer dans le parcours professionnel ou humain de cette personne-là. Que vaut donc le parcours académique dans l'accession à un emploi ou à une stabilité professionnelle ou à une croissance économique de l'humain? C'est là la question. Et je vais vous surprendre en vous disant que l'école, la formation que vous faites, sinon le parcours académique, ne vaudra que pour 25% seulement dans l'accomplissement professionnel. Ah oui. Et donc, où sont passés les 75%? C'est là la question. Et donc, nous allons les traquer. Lorsque vous prenez l'école, l'école, c'est de l'instruction, c'est le savoir. Ça ne vaut que pour cela. Et donc, lorsque vous avez une licence, vous êtes un sachant dans le domaine. Ça ne fait pas de vous beaucoup plus que ça. Première chose. Et là, nous allons aussi plus tard revenir sur la responsabilité des écoles qui forment justement pour aussi expliquer un certain nombre de détails à ce niveau. Donc, si nous disons que la formation académique n'a pour vocation que de vous transmettre le savoir et l'information, juste après, vous êtes obligé de monter à l'autre niveau des 25 autres pourcents où vous allez aller faire ce qu'on appelle du savoir-faire. Mais alors, ça devient intéressant. On parle du savoir, on va au savoir-faire. Et donc, ce savoir-faire-là aussi, il va valoir pour 25% aussi de votre accomplissement professionnel. Donc, un pas de plus vers l'autonomisation professionnelle. L'autre 25% est assuré par ce qu'on va appeler le savoir-être. Vous devez avoir de l'attitude. Nos jeunes ne savent pas être. Il y a beaucoup trop de complications aujourd'hui. Ils ne savent pas s'intégrer, ils ne savent pas s'adapter, ils ne savent pas collaborer, ils ne savent pas
pas dealer, pour le dire ainsi, avec les employeurs, avec les professionnels. Ils connaissent pas le monde, ils n'ont pas l'attitude qu'il faut, justement, pour pouvoir donc s'impliquer dans les systèmes, etc. 25% aussi loupé. Donc, si on a réussi ce challenge-là, on a encore fait un pas de plus vers l'accomplissement professionnel. Le dernier élément, ça, c'est le summum même. Et quand nous définissons la compétence, nous la définissons avec cette quadripartie-là. Le dernier niveau, donc, c'est le savoir-faire. Quand vous avez su et que vous avez appliqué ce qu'on vous a appris à l'école et que vous savez être, vous devez savoir transmettre cela. Et quand vous transmettez cela, vous passez à un autre niveau d'accomplissement professionnel. Et ça, on est déjà dans l'emploi. À partir de ce moment, vous allez pouvoir donc faire ce qu'on appelle de l'upgrade, c'est-à-dire monter en compétence, monter en échelon et pouvoir faire donc une carrière bien réussie. En tout cas, pour ceux qui veulent aller en emploi. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'emploi. Sachant aussi très bien que l'emploi n'est pas seulement que le salariat, mais l'entrepreneur également est une aussi piste donc d'emploi. Super. Cela me pousse tout de suite à c'est vrai que là, je réalise qu'on est en train de toucher systématiquement les causes qui expliquent le fait aujourd'hui que plusieurs jeunes se retrouvent malgré leur diplôme dans le chômage et encore plusieurs années pour certains et malheureusement pour certains aussi qui n'arrivent forcément pas à trouver du travail. Alors, est-ce qu'on pourra dire que aujourd'hui, très souvent, on se permet de dire que des fois c'est le système éducatif que nous avons qui ne facilite pas probablement l'insertion professionnelle. Est-ce le cas où la formation académique, sa vocation, c'est juste de transmettre la connaissance? La formation académique n'a pour vocation que de transmettre. Ok. Ce que les gens ne savent pas, c'est la connaissance du fait que la formation académique est limitée. Ok. Et bien donc, si nous prenons donc... Alors, ce n'est pas un problème du système éducatif? Non. Ok. Le système éducatif a son très bon positionnement. Ok. Partout dans le monde, dans tous les pays du monde, vous avez l'école. L'école est une très bonne chose. Lorsqu'on tente d'opposer l'école, donc, parce qu'on rencontre des défis d'employabilité, à la pertinence effectivement de ce que devait être une instruction, bah, je comprends. Mais je dis que non, c'est une fausse affaire. La vraie chose, c'est d'expliquer en fait qu'au-delà de l'école, il y a des systèmes complémentaires avant de pouvoir accéder à l'emploi. Et dans le raisonnement que nous avons fait, vous comprenez qu'il y a 75% en fait qu'il faut aller chercher hors de la salle de classe. Et donc aujourd'hui, c'est clairement que le système éducatif, même si nous pouvons expliquer ici que c'est en partie la raison, parce que l'école n'a pas aussi vocation à former des gens qui vont chômer. Donc, elle aurait pu aussi être responsable de la création d'un couloir de transmission pour que l'étudiant qui rentre en première année puisse sortir quelque chose. Là encore, je vais vous faire une démonstration. À un moment, nous avons, en tant que recruteur, identifié effectivement que c'était un problème criard. En passant, nous avons fait quelques conférences et formations avec des étudiants donc, de pas mal d'universités ici à Lomé. Mais nous avons compris quelque chose de fondamental avec les jeunes. Vous savez, quand vous rentrez dans une université, l'université ne prend pas la peine de vous orienter de manière profonde. Elle s'arrange simplement à vous vendre un peu le potentiel de ce que vous souhaitez devenir. On est aujourd'hui avec des centres de formation qui sont beaucoup plus dans le marketing que dans la profondeur même. Vous voyez, que dans la profondeur même de la contextualité des raisons pour lesquelles vous devez faire une formation pour la réussir. On ne questionne pas forcément vos passions, ce qui est un facteur déterminant du succès de quelqu'un dans la vie. Un facteur déterminant, vous dites? Facteur déterminant, oui. Facteur déterminant. Moi, je suis dans le domaine commercial. J'ai très peu de personnes qui sont d'excellents commerciaux qui ont fait un parcours commercial. La plupart du temps, on les retrouve en renforcement de capacité dans nos programmes de renforcement de capacité de l'école pratique des commerciaux. Mais parce que justement, ils ont des aptitudes, ils se sont déjà lancés, ils réussissent et maintenant ils veulent des outils techniques. Donc, 70% des professionnels dans le secteur commercial n'ont pas fait une école de commerce. Mais alors, ceux qui font les écoles de commerce, ils vont où? Mais ils pensent qu'ils sont trop bien. Comme ils disent, ils ne veulent pas marcher sur le sol là, ils ne veulent pas aller en clientèle, ils ne veulent pas aller rencontrer du monde. Je comprends. Le défi commercial, il n'est pas aussi un défi qui est fait pour tout le monde. Naturellement, vous êtes allé dans ce domaine-là parce que vous n'avez pas compris les défis qui vous attendaient. Vous êtes allé parce qu'on vous a fait miroiter que vous allez être responsable commercial. Qu'on vous a fait miroiter que vous allez intégrer une entreprise commercial et faire ci, faire ça. Et tous les jeunes rêvent de ça. Je participe comme membre du jury donc pour une école dont je vais tel nom pour la sélection des étudiants en début d'année. Eux, ils font encore bien.
de questionner les étudiants sur leur passion, dès le départ, dans un entretien comme ça, dans lequel moi je suis impliqué. Et là, vous allez voir un étudiant qui vient, qui va vous dire que moi je voudrais faire du marketing digital. La première question qu'on lui pose, que sais-tu du marketing digital? Dans 70% des cas, il ne comprend pas vraiment. Il sait juste que des informations superficielles. Voilà. Alors qu'est-ce que tu veux devenir avec? J'estime que c'est fondamental. Toutes les entreprises en ont besoin. Et on se limite à ça. Non. Quelle est ta passion? Et donc cet étudiant-là va finir pour se découvrir une passion, d'une telle bonne esthéticienne. Et finalement, il va faire de la reconversion. Moi, j'ai une amie qui a fait une grande école de Lomé, qui a fait la comptabilité. Elle finit avec son master, mais aujourd'hui, elle est make-upiste, elle fait de l'esthétique, etc. Elle s'en sort pas mal. Très bien. Au moins 200 000 francs de chiffre d'affaires par semaine. Et pourtant, elle a fait de la bagarre avec sa maman. Donc, je vais revenir donc au plan que nous avons proposé à une époque quand on a fait l'analyse des problématiques et des défis dans le secteur, parce que justement, les gens n'arrivent pas à trouver de l'emploi. On dit aux écoles, lorsque vous avez un étudiant qui rentre en parcours licence, il convient de le faire asseoir face à un membre du jury ou face à un expert qui va déjà identifier si cet étudiant-là, il est fait d'abord pour finir et devenir salarié ou s'il est fait pour devenir entrepreneur. Je suis consultant, j'accompagne les entreprises, je connais leurs problématiques, je recrute, je forme, je renforce les capacités, je construis des business, je règle les problèmes difficiles. Je sais que c'est très important dès le départ de demander aux jeunes s'il veut finir salarié ou s'il veut devenir entrepreneur. Alors si je comprends bien, même depuis l'université à la toute première année, lorsque ceux qui sont chargés d'orienter ces jeunes-là devraient prendre en compte ces questions et clarifier ces questions avec ces jeunes-là. C'est bien ça? Autant que faire se peut, nous souhaitons. Parce que beaucoup de jeunes, à partir de ce moment, peuvent déjà rattraper le coût de l'erreur, qui va les rattraper plus tard. Donc la note ne suffit pas. La note peut être très souvent, ce qu'on constate aussi, on va voir les notes que le jeune peut-être a eu au bac et tout, et ça détermine en réalité l'orientation qu'on en fait. Aujourd'hui, apparemment, c'est dépassé. C'est de la bêtise de nos sociétés. Carrément, c'est de la bêtise. Je dis de la bêtise, pourquoi? Parce que nous sommes dans une société africaine où nous avons en fait une manière d'apprécier la maturité d'une personne. Malheureusement, l'occidentalité a fait qu'on est parti sur des notations, sur des critères techniques, sur des notes qui deviennent finalement la norme. Mais c'est une bêtise, les gars. C'est une pure bêtise. L'humain a beaucoup plus de facultés et il y a beaucoup d'autres critères pour apprécier l'intelligence émotionnelle. Vous voyez, une note ne peut jamais évaluer votre intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, aussi bien la consolidation des relations, aussi bien la pérennité d'un professionnel dans une équipe au sein d'une entreprise, aussi bien sa capacité à s'adapter, à réussir un parcours professionnel et à développer une carrière va dépendre de l'intelligence émotionnelle. On va se rendre simplement compte que aucune école ne vous prépare à cela. Donc la question qu'on se pose, on forme qui pour où? On forme qui pour où, Jacob? Merci, monsieur Hospice, pour ces riches explications. J'aimerais savoir alors, un jeune qui a déjà la licence, le master, et maintenant se retrouve au chômage, qui ne sait pas comment s'y prendre, les 5%, les 75% que vous dites, qui ne connaît rien en ça, mais à qui la faute? L'État, les parents, ou bien le jeune, ou bien l'université? Ou même la famille? Voilà. Écoutez, on va se partager les torts. Seulement que comme je suis quelqu'un qui favorise l'engagement personnel, je voudrais bien attribuer dans les 4 que vous avez cités acteurs, 90% de responsabilité aux jeunes. Vous êtes le seul responsable de votre devenir. Si vous naissez pauvre, ce n'est pas de votre faute. Oui, mais monsieur, le jeune, naturellement, a traversé, on dirait peut-être qu'il est victime d'un système en fait. Il est le produit, il est le résultat d'un système. Et donc si on attribue 90% de cette faute, c'est trop lourd pour lui. Est-ce que ce n'est pas trop lourd pour lui? Est-ce que ce n'est pas trop lourd pour lui? C'est l'électrochoc, il faut qu'il se réveille en fait. La preuve, il y a cette émission, déjà je vous remercie déjà de nous donner la parole, de pouvoir donc partager ces éléments. Et puis surtout, nous constatons quelque chose avec beaucoup de consternation. Lorsque vous produisez des contenus, cette émission, nous allons la finir. Et dès qu'elle sera publiée, je vais certainement la capturer, la couper en morceaux et que je vais la mettre sur mon compte TikTok. Ils ne viendront pas regarder. Mais ils seront à longueur de journée en train de scroller sur TikTok sur des blagues. Ils aiment ça. Et la faute est à qui? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer en fait? Est-ce que c'est le système qui a conditionné les gens de cette manière ou c'est un choix délibéré aujourd'hui? Bon, on a déjà le système politique qui regarde
pas très bien dans le bon sens. Et on a aussi le système social familial qui aussi a perdu un peu de tonus. Le système familial, parce que comme je le dis, lorsque il y a 10 ans, on a connu l'avènement des réseaux sociaux dans nos communautés, les habitudes ont changé, le monde a changé, la manière de choisir a changé, la manière d'échanger a changé. Vous voyez, il y a beaucoup de choses socialement qui ont changé. Notre vie a été totalement transfigurée, ni plus ni moins. Alors là, quelle a été l'adaptabilité des parents face à ces changements-là? Les parents ont été toujours des conseillers en Afrique. On a toujours demandé à un oncle, à un grand frère, quel parcours il faut faire, etc. Et même, la petite histoire raconte que lorsque vous avez un médecin dans la famille, la propension à ce que vous fassiez la médecine est très forte. Vous voyez? La première nous racontait, nous... Beaucoup plus en Afrique. Hein? Ah oui, mais c'est ça. Parce que, en fait, c'est des valeurs. On n'a même pas besoin de le regretter. C'est même des valeurs parce que chez nous, on a appris en fait à incuber le jeune. C'est ce qu'on appelle l'initiation. En fait, à un moment, l'initiation a quitté la table. C'est pour ça aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus perdus. Il n'y a pas de conseil. Ils ne savent pas vers qui il faut aller prendre le bon conseil. Les réseaux sociaux les conseillent. C'est une bonne chose, mais c'est un couteau suisse à double tranchant. Parce que le réseau social va te donner un conseil, mais que ton conseiller qui est ton grand frère, ton papa ou un ancien n'a pas actualisé en matière de données. Un jeune qui rentre à la maison et qui dit il va faire data analyst. Comment on comprend ça? Voilà. On le regarde, on se dit mais le gars là il tombe tout. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte quoi? On comprend pas. Aujourd'hui il y a les métiers de l'informatique. C'est pour ça que je salue le grand frère c'est Batana de IPNet Institute. Pourquoi son nom m'échappe ce soir? Bien. En fait, qui fait beaucoup de la promotion par exemple des métiers de l'informatique. Et ça, c'est un grand coup de cœur. La deuxième chose aussi qu'il faut aussi faire, c'est de crier sur ce plateau que la promotion des métiers artisanaux est vraiment de mise aujourd'hui. Parce que nous avons une jeunesse qui est dans une léthargie. Oui, on peut accuser le système, mais les jeunes, ils ont des talents. Les activités métiers, de manuel, d'accord? On va aller tous au bureau avec des vestes, des costards et tout. Hein. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Sur un chantier, il y a tous les métiers. Et vous allez voir que les postes les plus outillés ne sont pas les postes d'architecte, ne sont pas les postes d'ingénieur génie civil. Mais c'est le poste de qui? De maçon. C'est le poste peut-être de manœuvre. C'est étonnant, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est la réalité criarde et dure. Et quand vous êtes par exemple dans un garage moderne, etc., ce que vous avez le plus, mais ce n'est pas l'ingénieur génie mécanique. Mais vous avez beaucoup plus des compagnons, vous avez des ouvriers, des techniciens, et on gagne de l'argent comme ça. Quand vous allez par exemple dans un pays comme le Congo-Brazza, j'en parle parce que récemment, j'ai reçu un directeur commercial de Pointe-Noire qui est venu se faire renforcer les capacités en développement commercial, donc pour le poste de responsable commercial ici chez nous pendant 2 semaines, et puis il est reparti. Et là, il nous expliquait qu'en fait là-bas, ils exploitent beaucoup le pétrole, donc le pétrole là-bas, c'est vraiment la manne. Sur les plateformes pétrolières, mais c'est les ouvriers qui sont les plus riches. Il dit, ne va pas dans l'administration, n'y va pas. Tu ne feras aucun business, tu ne gagneras rien. Ce sont les jeunes qui sont les ouvriers, les métallurgistes, les soudeurs, les temps, les peintres. Ça et ça, c'est eux. Même technicien de surface, tu gagnes très bien ta vie parce que tu fais du nettoyage industriel. Voilà autant de métiers. Donc aujourd'hui, nous voulons créer sur ce plateau haut et fort que ça ne gêne en rien de faire sa licence en marketing, en commerce, en langue, en comptabilité, en mathématiques, et de finir à les faire. La chaudronnerie, la menuiserie, vous voyez, à le faire la soudure, les métiers, l'artisanat, c'est très important. Le stylisme, la couture. Pourquoi? De plus en plus, on a des professionnels qui sont moins bons en matière de relations clients, en matière de prestations, ils ne respectent pas les délais, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Le monde est allé très vite. Ils ne sont pas adaptés. Il n'y a pas une école qui les a recyclés. Donc, on a des prestataires mais qui sont pas très bons aujourd'hui. Imaginez qu'on ait une classe d'étudiants, licence, BTS, qui parlent couramment le français, qui maîtrisent les codes de gestion, qui maîtrisent la relation client, qui maîtrisent la gestion de projet, qui arrivent dans les secteurs artisanaux. Imagine le développement qu'on va connaître et la croissance. Super. À longueur de journée, dans votre maison,
vous n'aurez besoin d'aucune secrétaire. Vous n'aurez besoin peut-être de comptable. Mais vous allez avoir besoin d'un plombier. Oui. Vous allez avoir besoin d'un peintre. Naturellement. Vous allez avoir besoin de maçon. Vous allez avoir besoin d'un soudeur. Vous allez avoir besoin de menuisier. Vous voyez autant de fonctions, même dans le cocon même familial. Ça veut dire que même pour les besoins de ménage, on n'y est pas. C'est pour ça qu'il faut laisser l'administration s'occuper d'un certain nombre de choses. Okay. Et la preuve, eh bien, l'État n'arrive pas à insérer tout le monde. Ce n'est pas aussi sa vocation d'insérer tout le monde. C'est pour ça que nous disons que le jeune, à un moment, il doit être responsable des choses. Alors, si je comprends très bien, au travers donc de ces échanges et de ce développement-là qui vient d'être fait, on comprend en réalité que le jeune a une très grande part de responsabilité dans son accomplissement professionnel. Alors, je salue au passage, pour apporter un peu de l'eau à votre moulin, les IFAD qui ont été créés donc par l'État pour accompagner les jeunes sur les questions artisanaux, dans les métiers assez pratiques, dans les métiers pragmatiques et pratiques du terrain. Alors, on va tout de suite aller aux solutions parce que c'est beaucoup plus ça, notamment pour nos téléspectateurs et la jeunesse qui nous suit au travers de cette émission. Quand on parle du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-faire, est-ce qu'on peut approfondir ça dans quelques minutes pour la jeunesse qui est donc en train de suivre cette émission? Que doit-on savoir au-delà de nos diplômes? Première chose, je créerai une école que la première des choses que j'enseignerai à mon étudiant en début de parcours, c'est les outils de recherche d'emploi. Vous ne trouvez pas que ça fait sens? La plupart du temps, vous avez des étudiants en licence, en master qui ne savent pas très bien rédiger un CV percutant ou qui ne savent pas quel est l'investissement à faire justement sur des documents professionnels. Et c'est quand ils ont fini ou ils ont atteint cette étape-là qu'ils commencent par les rédiger. Malheureusement, l'école ou le centre de formation qui les a formés, qui a prétendu justement les aider à pouvoir s'insérer, mais n'a pas pris le temps de leur enseigner cela. Vous voyez l'absurdité? Donc, il y a tellement de responsables que moi, je dis, concentrons-nous sur le jeune. Parce que à la fin de la journée, c'est lui le perdant. L'école a déjà pris son argent sur les 3 années de licence. Et voilà, d'autres acteurs aussi se sont déjà mis plein les poches. Et le jeune alors. Donc, la solution, c'est que nous devons avoir des jeunes qui comprennent que dès le début d'année, il faut qu'ils aient à la fin, pas après le diplôme. Non, à la fin, là c'est tout au trop tard. début. Voilà. Tout au début. Ok. Vous allez réagir comme dans le cas d'un cancer. Vous allez réagir comme dans le cas d'une maladie. Voilà. Anticiper, planifier, c'est beaucoup mieux. Donc, nos jeunes aussi font preuve d'un manque d'intelligence émotionnelle et puis d'un manque de planification. Ben, ce qui fait aussi qu'ils ne maîtrisent pas un certain nombre de précautions à prendre sur le parcours professionnel. Parce que tu connais déjà des gens qui, il y a 5 ans, ont fini, ils ont chômé. Il y a 2 ans, ils sont en train de chômer. Alors pourquoi toi, tu vas faire le même parcours? Donc, change de démarche. Fais pas comme la masse. Donc, ne pas faire la masse, c'est quoi? C'est déjà de comprendre que dès que je commence l'école, un pied à l'école, un pied ailleurs. Je conseille les jeunes de fréquenter les cercles professionnels. Si tu es un étudiant dans une école de finance banque, la première année, trouve-toi au moins un professionnel Voilà. qui travaille dans ce secteur d'activité. Comme un mentor. Comme un mentor, c'est le minimum. C'est lui qui te ramènera les opportunités. Lorsque, par exemple, tu es un étudiant qui vient de démarrer un parcours de comptabilité et que, par exemple, tu apprends que dans la sous-région, le Togo est très récemment a hébergé la rencontre sous-régionale de l'Ordre national des experts comptables, mais tu fais tout pour t'intégrer à cette activité-là, envoyer un courrier, demander à aider et rencontrer du monde. Il faut sortir de sa zone de confort. Voilà. Il faut vraiment se battre. On nous a appris à rester dans le couloir du circuit académique. Oui. Mais c'est aussi la un peur piège. d'oser. La peur d'oser. Le manque d'engagement. Vous voyez, le manque de polyvalence. Quand on a son téléphone, on ne sait pas faire d'autre chose que de s'amuser. Non, mais alors que c'est un puissant moyen aujourd'hui de pouvoir se diversifier, apprendre beaucoup de choses. Moi, quand je suis sur une thématique, c'est vrai, je suis consultant, oui. Cela suppose que j'ai des basiques, oui. Mais il y a des thématiques sur lesquelles, quand je suis pour accompagner des clients, je pars s'actualiser. Je pars m'outiller, je pars voir des YouTube, je pars lire des documents, je pars lire des articles sur Internet. Vous voyez, je discute avec des personnes référentes dans le domaine, à travers le pays, parce que je suis sur 5 pays, donc je peux appeler ici et là pour collecter. Et puis après, moi, je fais ma synthèse et puis je pars délivrer.
Voilà un peu la force. Nos étudiants, nos jeunes devraient appartenir à des cellules. Une stratégie aussi toute simple, c'est d'appartenir à des groupes et organisations. Un peu comme la GCI, le Rotary, la GEC. Un peu, vous voyez les groupes d'étudiants comme ça. Souvent, c'est très bien parce que les associations universitaires et tout ce qui va avec. Les associations, c'est très important. Parce que ça change un peu de la routine scolaire. Et là, vous allez faire de petits projets. On va dire une excursion, il faut la planifier. Vous êtes le secrétaire. Et là, vous allez apprendre à faire des choses. Vous êtes le chargé d'organisation. Vous ne perdez jamais. Vous ne perdez jamais. Vous apprenez de petites choses comme ça qui consolident d'abord. En expérience. En expérience déjà. Et vous commencez déjà pas à vous comporter comme dans le monde professionnel parce que vous êtes dans un monde, disons, c'est un micro-état ou c'est une micro-entreprise déjà, où vous faites déjà des expériences. Un peu comme un échantillon déjà. Super. Alors, avant de laisser la parole à Jacob, l'autre question qui me vient à l'esprit, tous ne vont pas tout de suite, on l'a dit au début, tous ne vont pas tout de suite au salariat ou à l'emploi. Certaines veulent également se lancer dans l'entrepreneuriat et on réalise aujourd'hui que pour plusieurs, c'est à défaut de l'emploi que les gens se lancent dans l'entrepreneuriat. Et on remarque aussi que lorsque l'État lance des concours, ceux qui se disent qu'ils sont en train d'entreprendre vont encore naturellement postuler à ces offres. Qu'est-ce que nous devons savoir et qu'est-ce qu'il faut avoir comme base avant de se lancer en entrepreneuriat pour ne pas échouer à la fin? Bien, on n'a plus assez de temps, mais on va y aller. Non, mais c'est l'attitude. Ok. Mais c'est l'attitude. Il faut avoir faim d'entreprendre pour réussir ce parcours entrepreneurial. Sinon, vous allez être comme la plupart de ceux qui échouent dès la première année, qui abandonnent. Parce qu'aujourd'hui aussi, le problème de notre génération, c'est l'engagement. Vous savez, l'engagement, c'est de pouvoir avoir un rêve et de tenir sur ce rêve-là malgré l'adversité et les difficultés. C'est ce qui fait que vous réussissez. Et donc, quand vous n'avez pas un engagement... Malgré l'adversité. Malgré l'adversité et les contraintes. C'est ça qu'on appelle l'engagement. J'ai même envie de dire, c'est dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit dans la relation, dans la profession, dans l'école, dans un projet, vous devez avoir un engagement fort. On a des jeunes, excusez-moi, qui sont un peu mous ces temps-ci, qui abandonnent trop vite aux premiers échecs et surtout qui ne sont pas suffisamment outillés pour comprendre que l'échec fait partie du parcours et que l'expérience vaut tous les succès possibles. Et donc, ils ne comprennent pas ça. Et donc, à la moindre difficulté, ils changent. Et on veut gagner tout de suite. On veut gagner tout de suite. On a des jeunes aussi qui papillonnent trop. Ils essayent trop tout en même temps. Et donc, ça fait qu'on ne fait rien en profondeur. Et donc, on n'est pas focalisé. On n'est pas focalisé. Ça dit que j'ai entendu que ça peut marcher. J'ai mis lance, j'ai pas encore fait 6 mois. Bon, comme je rencontre quelques premières difficultés, je dis, bon, on m'aurait appris qu'il y a une autre chose qui marcherait. J'y vais. Et on tombe aussi dedans. Et donc, finalement, le mec, il fait 5 ans. Vous lisez son CV, il a fait plein de choses, mais rien en profondeur. Et d'ailleurs, je déconseille les jeunes de faire ça. Vous avez un emploi, vous n'avez pas encore fait 12 mois, ne quittez même pas. Parce qu'une expérience de 6 mois, tout entrepreneur ou tout recruteur qui, sur votre CV, trouve une expérience de moins de 2 ans, c'est que soit vous n'avez pas été bon là-bas, soit vous n'avez pas été à votre aise, et donc il se dit qu'il y a déjà un problème. Et donc ça vous porte préjudice. Les gens ne savent pas quand on fait les recrutements. Une expérience professionnelle de plus de 2 ans est déjà confortable. Vous pouvez donc expliquer, parce que justement ici on sait que même les CDD, qu'on ne doit pas dépasser pour aller vers le CDI, c'est 2 ans. Donc c'est déjà une durée raisonnable. Et si vous expliquez à un recruteur que oui, 2 ans après, je suis parti parce que je voulais aller à de nouvelles opportunités, ça fait sens. Que de dire au bout de 6 mois que non, j'ai quitté parce que je voulais aller à autre chose. Attendez, mais là, vous n'êtes pas engagé. Il s'est dit, si je te prends, 6 mois après, tu partais à d'autres niveaux. Naturellement. Quand on parle aujourd'hui de l'emploi au Togo, nous avons des mécanismes comme Fayage, la NPE. J'aimerais savoir, est-ce que la politique des gouvernements sur la question de l'emploi aujourd'hui, avec ces mécanismes, est-elle pertinente? Vous ne voulez pas m'entendre sur cette question? Vous ne voulez pas, je ne crois pas. Non, moi je ne crois pas dans le gouvernement. Purement et simplement. Ça est ma philosophie. J'ai rien contre nos États. L'État, j'ai un profond respect pour l'État parce que l'État a un rôle régalien. Ce que je tente de dire, c'est de dire à un jeune ne compte pas sur l'État. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas pour dire laisse l'État faire. Si l'État met en place quelque chose qui pourrait t'aider, va le chercher. Mais s'ils ne le font pas, bats-toi. Donc, c'est dans ce contexte-là que je dis, là, l'État, il est là. On remarque effectivement que l'État a des... Mais combien sont-ils qui sont dans le chômage? Et combien la NPE insère? C'est déjà très bien de savoir que des jeunes sont en train de faire de la NPE. Mais même là encore, les gens, ils sont en sous-emploi souvent, il faut le dire. Vous rencontrez des jeunes qui ont fait la NPE tellement de fois, mais ils n'ont jamais eu un contrat vraiment lourd. Ils vont te faire dans des 6 mois renouvelables, dans des 6 mois renouvelables, au bout de 2 ans. Mais rien.
Vous voyez, donc il y a aussi cette question de percutance. Donc aujourd'hui, la question même, c'est que le jeune doit se cultiver, doit vivre dans des mondes ou dans des sphères qui l'aident à se développer. Il doit lire, il doit chercher, il doit suivre une émission comme celle-ci. Et le lendemain, il faut qu'il prenne vraiment ses jambes à son cou et qu'il s'autodétermine pour aller chercher les codes pour réussir. Et c'est fondamentalement le secret du succès. C'est le secret du succès. C'est le secret du succès. Super. Alors, Hospice, malheureusement, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Le temps court tellement vite. Quel serait votre dernier mot et naturellement vos conseils, d'abord à l'endroit de la famille, à l'endroit de l'État, si on peut le dire, peut-être des suggestions, à l'endroit également donc de nos jeunes qui nous suivent dans cette émission. Bon, écoutez, moi à une époque, j'ai défié les ministres de l'éducation nationale de l'Afrique de l'Ouest. Parce que j'ai testé un mécanisme de 12 mois, une formation pratique qui garantissait un emploi. Et n'allons pas plus loin. Prenons le mécanisme artisanat. Quand vous faites l'artisanat, vous ne chômez jamais. Vous voyez? Ou même le taux de chômage, là, il doit être en trace. Parce que vous avez appris un métier. Et c'est nos parents artisans qui ont payé les études de nos étudiants qui font sciences politiques et tout ça. Mais quand ils ont fait ça et qu'ils sont au chômage, ils ne veulent pas retourner. Et là, donc, la première chose là, je souhaite que l'État fasse une politique de promotion des métiers. Les IFAD, c'est bien, mais ça reste encore trop circonscrit dans un projet d'État. Il faut qu'on décentralise ça. Il faut un homme politique qui aille au devant, qui parle à la jeunesse pour dire les métiers c'est très bon. Vous savez, chez Talon au Bénin, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font là-bas parce que le pays est dans un dynamisme économique qui fait que on ne te donnera pas un conseil. Tu sais le secteur dans lequel il faut aller te faire former. Et c'est dans les métiers, par génie civil, maçonnerie, etc., etc. Il y a beaucoup de Togolais qui affluent là-bas parce que le pays il est en chantier, machin, tout, etc. Donc oui, c'est ce que nous voulons aussi. Deuxième chose, que les parents comprennent qu'ils ont un rôle de protection. La première protection, c'est d'écouter le jeune sur sa vraie vocation. L'écouter. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Accompagner les jeunes. Il fut une époque, j'ai fait une publication où je décrivais cela. Et un jeune m'a écrit pour dire que moi, mes parents m'ont combattu pendant des années. Et aujourd'hui, la chose pour laquelle ils m'ont combattu, c'est ce qui me nourrit aujourd'hui. Et nourrit naturellement peut-être ses parents également. Parents. Et il a perdu du temps malheureusement. Et là maintenant aux écoles, le marketing c'est très bien. Mais qu'ils essayent d'associer dans leur curricula de formation ou dans leur mécanisme de formation, il y a des gens comme nous, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, qui ont le savoir des réalités de l'entreprise, qui pourront revenir au sein de l'université pour préparer déjà les étudiants. Pour pas que l'étudiant ce soit en troisième année ou en cinquième année, qui se prépare déjà à aller à l'emploi, mais que déjà en première année, qu'il soit déjà prêt, informé des réalités de l'emploi, des réalités de l'entreprise, pour qu'il se prépare à réussir. En réalité, il n'y a pas de problème. Beaucoup d'entreprises cherchent de bons profils et n'en trouvent pas. Souvent, ce n'est pas que c'est une question de chômage. C'est que les entreprises cherchent de bons profils et n'en trouvent pas. Parce que la plupart des jeunes qui vont aux entretiens et qui échouent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à dire que l'entreprise n'a pas de besoin de salariés? Si. Mais pourquoi beaucoup de jeunes sont disqualifiés? Mais parce qu'ils sont mal apprêtés. Et donc, corrigeons ça et puis ça devrait aller. Et maintenant, aux jeunes, l'engagement jusqu'au bout est fondamental. Quand on s'engage dans un parcours, on essaye de tout donner pour les réussir. Avant d'abandonner, il faut réfléchir à tout le temps qu'on a perdu. Et surtout, se cultiver, utiliser Internet pour s'éduquer et s'informer. Ça fait un très grand plaisir de vous écouter tout au long donc, de cet entretien. Et je pense naturellement que pour nous, pour nos téléspectateurs qui nous ont suivis, et naturellement les jeunes, ils ont énormément appris au travers de votre intervention. En tout cas, merci d'être passé chez nous et de nous avoir été très utile sur cette question. Et merci également à Jacob avec qui nous avions donc réalisé cet entretien. Certainement qu'on vous retrouvera dans d'autres émissions pour continuer par inspirer la jeunesse. Et j'espère qu'on pourra compter sur vous. C'est une dévotion, je serai là. C'est une dévotion. Et il a promis d'être naturellement là. Et c'est sur ces mots que nous mettons fin à la toute première partie de cette émission qui a été consacrée donc à la question du chômage, les causes, les responsabilités et également les solutions. Merci donc à toutes et à tous d'avoir été nôtres sur cette question. Nous allons faire cette toute petite pause et nous revenons dans la deuxième partie avec notre second invité du jour. À tout à l'heure.
recevons donc dans la deuxième partie de cette émission notre invitée du jour, Déborah Sylvie Degli. Elle est spécialiste en marketing et communication digitale chez Bizier. Un grand plaisir pour nous, Déborah, de te retrouver donc sur notre plateau. Ça va? Ça va, et toi? Ça fait un bon bout de temps. Ah oui, déjà. Je rappelle que Déborah, certes, elle est togolaise, mais vit naturellement et continue sa marche du côté de Luxembourg. C'est bien ça? C'est ça. Alors l'entretien se fera également avec mon confrère Jacob Katé, que nous avons également avec nous. Et ensemble, on va essayer quand même de te poser quelques questions sur ce plateau. Ok. Alors, qui est Déborah? Alors, Déborah, de mon vrai nom, Sylvie Degli, est une Togolaise, bien évidemment, qui réside au Luxembourg aujourd'hui. Et je suis chargée de communication dans une entreprise immobilière chargée dans la gestion d'espaces de coworking. Et en parallèle, je collabore aussi avec Bizier dans le cadre de l'optimisation de créations digitaux. Ok. Voilà. Alors, quand on parle naturellement de Bizier, ça nous intéresse. Hein. Est-ce que tu pourras nous en dire davantage, un tout petit peu, sur la structure? Bien sûr. Alors, Bizier, c'est une plateforme e-commerce basée au Togo et qui permet aujourd'hui aux vendeurs et aux acheteurs d'échanger librement. Donc, aujourd'hui, vous n'avez plus forcément besoin d'aller au grand marché pour faire vos achats. Il suffit de vous connecter sur Bizier, vous cherchez ce que vous voulez et vous commandez. Voilà. Alors, merci sur cette question. Qu'est-ce qui a motivé, et cette question j'ai bien envie de la poser, qu'est-ce qui a motivé entre-temps Déborah à un jour à se dire que bon, je vais continuer mon parcours du côté de Luxembourg, malgré que tu aimes tellement ton pays, j'ose le dire et j'ose croire que tu aimes vraiment ton pays. Alors dites-nous un peu. Alors, honnêtement, je n'ai pas décidé sur un coup de tête de partir au Luxembourg. Okay. C'est à cause de maman qui est partie en premier et qui, voilà, un jour a dit à papa, ok, j'aimerais que ma fille me rejoigne. Et moi, j'étais pas vraiment dans l'optique, je veux aller en Europe. Non, j'avais touché papa. Donc, voilà, j'ai dit, ok, bah, je vais y aller et je vais voir ce que c'est. Et je crois à l'époque, j'avais 17 ans. Donc, imaginez un peu l'état d'esprit. Je suis arrivée et voilà, j'ai découvert le Luxembourg. J'ai continué mes études là-bas et voilà, j'en suis où je suis aujourd'hui. Alors, comment était ton premier jour? Souvent, ce qui se passe très souvent, on me dit l'Europe, tout ce qu'on voit peut-être à la télévision, sur les réseaux sociaux, on se dit, une fois quand on arrive, c'est la belle vie, on verra des immeubles partout. Et c'est le rêve de tout à chacun, de nous et notamment les jeunes. Comment était ton premier jour? Et est-ce que ça a été une surprise, un étonnement pour toi, en bien, en mal? Et décris-nous un tout petit peu le tout premier jour lorsque tu as débarqué au Luxembourg. Je vais être vraiment honnête avec toi. Okay. Déjà, je suis partie via Bruxelles Airlines. Okay. Donc, j'ai atterri à Bruxelles. Et quand on est venu me récupérer, bah déjà, le paysage, j'étais un peu déconnectée. Je dis, pourquoi il y a autant de forêts? Ah bon? Ah oui. Autant de forêts? Autant de forêts au cours du trajet. Ah bon? Parce que moi, j'étais habituée à regarder à la télé des immeubles, surtout quand on regarde les films, les temps de Noël et tout est beau. Et là, je me sens totalement dépaysée. Je me dis, mais où est-ce que j'ai atterri? Et honnêtement, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, je me dis, oh, j'aimerais bien retourner chez moi, au Togo, parce que là, j'ai pas vraiment signé pour ça. Donc voilà, c'était un peu bizarre pour moi. J'étais pas vraiment connectée à cet environnement qui était totalement différent pour moi. Donc après, je suis arrivée à la maison. Voilà, il y avait maintenant des maisons un peu partout. C'était beau, mais voilà, c'était pas encore totalement ça. Voilà. Et à partir de quel moment tu t'es intégré totalement? Est-ce que c'est le boulot qui t'a aidé les premiers jours? Comment ça s'est passé et tout? Alors, je dirais c'est l'école en premier, parce que quand je suis arrivée, j'ai intégré le lycée en Belgique et automatiquement, il fallait que je m'intègre aux autres. Et c'était un peu difficile aussi pour moi parce que c'était des blancs et voilà, moi je suis la petite africaine qui vient d'arriver et c'était un peu bizarre. Mais voilà, j'ai eu la chance de me faire des amis, que ce soit des blancs ou des noirs, bah voilà. Et ça s'est fait naturellement. Après le lycée, c'était l'université, le BTS et voilà, je me suis adaptée. J'ai fait de belles rencontres et
je peux dire que je me sens bien aujourd'hui. Super. Jacob, une question? Oui, bon, quand on parle aujourd'hui de marketing digital, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Alors, dans le marketing digital, aujourd'hui, on parle de tout ce qui est de création de contenu. Et quand on parle de création de contenu, c'est surtout sur les réseaux sociaux. On parle aussi de la publicité, pardon. Tout ce qui est en termes d'image de l'entreprise, image de marque et tout. Donc voilà, c'est le marketing digital, en fait, c'est large. Voilà, on ne peut pas se limiter qu'aux réseaux sociaux, donc c'est vraiment large. Après, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, dans quoi vous voulez vous spécialiser. Donc là, moi, je sais que j'ai fait une licence en marketing digital. Et là, pour le master, je me suis spécialisée en marketing et communication numérique. Et donc là, lors de mes stages, j'ai vraiment touché un peu à tout. Donc là, j'ai fait de l'administration, création de contenu sur les réseaux sociaux, gestion du site internet. Donc, dans mon parcours, il y avait aussi l'aspect développeur web. Donc, tout ce qui est gestion du site internet et tout. Donc, vraiment, c'est large. Donc, là, aujourd'hui, en termes d'emploi, vous avez tout ce qui est développeur web, community management. C'est vraiment, vraiment large. Donc, ça dépend de vraiment ce que vous voulez. Est-ce que quand même c'est un métier dans lequel il y a plusieurs de jeunes filles aujourd'hui? En beaucoup tout plus cas, de l'autre côté. Oui, de l'autre côté, c'est vraiment un domaine où tout le monde s'investit aujourd'hui. Okay. Surtout quand on sait qu'il y a des influenceurs et tout. Donc, le marketing digital, ça touche vraiment tout le monde. Il n'y a pas que les hommes, mais c'est vraiment tout le monde. Voilà, c'est tout le monde. Ok. Alors, l'autre question que j'aimerais te poser, on sait que tu as un goût très avancé pour tout ce qui est mannequinat, un domaine où on te retrouve avec des photos certainement qu'on va aussi en voir alors sur ce plateau et sur nos écrans. Comment est-ce que cette passion est née? On en parlait tout à l'heure en première partie avec notre invité Hospice. Comment est-ce que cette passion est née? Comment est-ce que tu l'as développée? Et comment est-ce que tu t'es imposé du côté du Luxembourg avec ça? Et au-delà de ça, ma dernière question, est-ce que tu arrives aujourd'hui à pouvoir en partie vivre de ça? Bon. Alors honnêtement, je ne sais pas d'où me vient cette passion. C'est arrivé comme ça. Je suis arrivée au Luxembourg et j'ai eu mon premier téléphone. Donc avec ma meilleure amie déjà, on commençait pas à faire des photos. On a créé notre compte sur Facebook. On a découvert Facebook. Voilà, on postait des photos. Et moi, je savais que voilà, j'aimais bien m'habiller, donc je me suis dit pourquoi ne pas exprimer ça à travers les photos. Et aussi, j'aimerais déjà préciser, je ne suis pas mannequin. Oui. Okay. C'est une passion pour moi. Voilà, c'est la mode, c'est une passion pour moi que j'exprime à travers mes photos. Donc, à mes heures perdues, je suis un modèle photo. Donc, qu'on peut voir sur ma page Instagram. Donc voilà, je suis pas mannequin parce que la plupart des personnes me demandent comment on fait pour devenir mannequin. Non, je suis pas mannequin. J'aime bien la mode, je l'exprime à travers mes photos. Donc je ne vis pas de ça. Voilà, comme je l'ai dit, c'est à mes heures perdues. Moi, je suis plus côté études, travail, j'ai pas trop le temps de faire ça, donc c'est vraiment un hobby pour moi. Donc j'exprime vraiment ma passion pour la mode, comment je combine mes styles vestimentaires, mes outfits et tout. Voilà, je l'exprime vraiment à travers les photos. Mais est-ce qu'il n'arrive pas à ce qu'on t'appelle, qu'on t'écrit pour te solliciter pour des structures, des organisations? Est-ce que ça n'arrive pas de temps en temps? Parce que si tu me dis sur ce plateau qu'il y a des jeunes qui t'écrivent pour dire je veux vous être un mannequin, est-ce que tu n'es pas aussi interpellé de temps à autre ou appelé par des grandes structures? Alors, j'ai eu plusieurs demandes sur Instagram, par exemple, pour des collaborations. Je n'ai pas trop tendance à les accepter parce que je ne suis pas vraiment fan de la création de contenu H24. Parce que du moment où je me sens obligée de faire quelque chose, je perds le goût. Donc j'ai accepté 2 ou 3 collaborations et c'était pour des marques de bijoux. Donc voilà, j'ai posté des contenus par rapport à ça. J'ai eu à faire quelques petits défilés de mode au passage, mais voilà, rien d'extravagant. Voilà. Super. Est-ce que vous avez un mot à placer sur le mannequinat ici au Togo? Alors, sur le mannequinat au Togo, pour la petite histoire aussi, je crois que c'était en 2013-2014, j'ai intégré une agence ici, je crois que c'est Unique Factory, parce que j'étais revenue au Togo pour 2 ans. Et c'était aussi une belle expérience parce que voilà, ça m'a permis de découvrir cet aspect-là de la mode, la face cachée du mannequinat. Donc voilà, Unique Factory aujourd'hui, je ne sais pas s'ils existent encore, mais voilà, pour le petit parcours que j'ai fait avec eux, bah écoutez,
Au Togo, je ne sais pas si les gens arrivent encore à vivre du mannequinat, mais si les gens se sentent capables de le faire, moi je ne vais pas dire aux gens de ne pas le faire. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ok, alors on va retourner un tout petit peu en Europe. Aujourd'hui, dans l'esprit de plusieurs, je le disais tantôt, beaucoup veulent partir, beaucoup veulent voyager. On se dit tout de suite qu'une fois arrivé en Occident, la vie sera rose, il y aura tout, au moins on est à l'abri, c'est comme si on est arrivé en moitié au paradis. Ah ouais. Et est-ce que moi je voudrais savoir, déjà ça me donne ta réaction, on dirait que c'est carrément un rêve qu'on est en train de vendre. Et pour toi qui naturellement vit de l'autre côté, dites-nous un peu la vie du Togolais lambda ou de l'Africain qui se retrouve là-bas. Quels sont les travaux? Comment est-ce que cette vie, elle est aussi tendre, elle est aussi belle que ça? Déjà, je tiens à souligner qu'en Europe, on court tout le temps. Ouais, on court tout le temps. Carrément. Ouais, carrément. Quand je prends moi mon exemple, par exemple, déjà à 5h et quelques, je suis debout. J'ai mon train à 5h. Ah ouais, mon réveil sonne à 5h35 parce que j'ai mon train à 6h58. Donc il faut que je me prépare. J'ai la petite à côté, donc voilà, je Pour ne pas m'occupe de rater le tout. temps. Voilà, voilà. Donc je prends déjà mon train et ce qui est un peu dérangeant par rapport à ça, les gens ils le savent pas parce que quand on regarde la télé, c'est pas ce qu'on nous montre. Mais moi, le train que je prends, il est totalement bondé. Donc, des fois, il n'y a même pas de place pour s'asseoir. Donc, déjà, j'ai 30 minutes de trajet à faire en train où je reste debout jusqu'à destination. Et dès que j'arrive, il faut que je descende, je prenne le tram pour aller travailler. Et quand je commence ma journée à 8h comme ça, c'est parti pour 17h. 17h, tu sors, tu refais le même trajet et sache qu'au retour aussi, tu n'as pas de place pour t'asseoir. Wow. Et tu restes debout comme ça, tu arrives chez toi, dès que tu arrives à la maison, tu es claqué. C'est comme nous quand on s'en a gardé là, les topos là, on transfère là, alors on continue. Hein. C'est peut-être choquant, mais je pense que cette réalité doit être partagée avec nos téléspectateurs et naturellement des jeunes qui nous suivent dans cette émission. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens qui vivent à Paris, moi je ne peux pas vivre à Paris parce que Paris c'est stressant. Wow. Avec les métros, moi chaque fois quand je vais à Paris, j'arrive jamais à m'en sortir avec les métros, je prends toujours les taxis parce que c'est plus pratique. Donc j'imagine déjà si pour moi qui suis dans une petite vie, dans un petit pays, c'est compliqué, j'imagine l'enfer que vivent les Parisiens. Donc c'est juste pour dire que c'est pas facile du voilà, c'est pas facile. Les gens se lèvent très tôt, ils rentrent très tard. On n'a pas de vie. On n'a pas de vie. On n'a pas de vie. Hein, alors, j'aurais appris également qu'on se retrouve des fois à faire 2, 3 choses à la fois, plusieurs métiers. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Souvent, ce que nous voyons, on voit des gens souvent dans de belles voitures et tout, en veste, en costard et tout ça. Mais au-delà de ça, apparemment, ce n'est pas facile de pouvoir gagner son pain du côté de l'Occident. Alors, déjà, si vous gagnez votre salaire, il faut savoir que vous le réinvestissez directement entre le loyer, les charges, la nourriture et tout. Donc voilà. Donc ce qui fait que certaines personnes sont amenées à faire 2, 3 jobs de plus. Moi, en tant qu'étudiante à l'époque, j'avais un job étudiant. Et à côté, je faisais encore d'autres choses. Donc j'avais déjà mentionné cet aspect-là. Les gens m'ont dit, quoi, tu fais ça? Comment ça? Non. À côté, j'avais de temps à autre des amis à maman qui me demandaient si tu veux passer à la maison, tu travailles, je fais un peu de ménage. Et vu que moi j'adore les chiens, bah je profitais pour sortir aussi les chiens. Wow. Donc quand j'ai dit ça, les gens disent mais il faut demander à votre ben non, il n'y a pas de travail ingrat. Ah ben oui. Bah oui. Genre, je comprends pas. Bah oui, bah il y a des gens, il y a des gens. J'ai payé pour ça. Ah bah oui, il y a des gens qui font ça. Vraiment, c'est un métier qui sort des chiens des gens, des personnes âgées par exemple. Pour les promener, voilà, dans les parcs et tout. C'est vraiment des métiers pour certaines personnes. Et moi, comme je le dis par exemple, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'adore les chiens. J'ai toujours eu des chiens quand j'étais chez mon père. Donc voilà, moi ça me dérangeait pas. J'ai adopté les chiens comme si c'était les miens. Donc voilà. Mais en dehors de ça aussi, il y avait le ménage que je faisais à côté. Pour ajouter un petit plus à ce que je gagnais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'étudiant ou étudiante, il est toujours
intéressant d'avoir ses propres revenus. Ne pas toujours compter sur papa, maman. Ça soulage aussi les parents parfois. Donc, moi, je me rappelle, quand je suis arrivée au Luxembourg, le premier jour, ce que maman m'a dit, à Kovado Fifiola Odolo. Ok. Puis j'ai dit pardon, elle me sort quoi la dame? Chez papa, j'étais vraiment à l'aise et on me sortait pas ces histoires-là. Et là, j'arrive ici, elle me dit tu vas travailler. Mais franchement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce qu'on devient indépendant. Ok. On ne dépend plus forcément des parents, même si des fois ça chauffe. Maman dépanne, papa dépanne, mais c'est toujours bien de se dire ah maintenant je peux le faire. Tu mets de côté pour tes projets, tu peux subvenir à tes propres besoins. Cette autonomie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas qualifier. Donc, c'est ce que je trouve vraiment intéressant sur cet aspect-là. Alors, Jacob, certainement, avant de te... Oh, ok, allons-y. Je veux savoir si, par exemple, tu as un projet de revenir travailler sur Togo. Alors, j'ai pour projet de revenir dans mon pays, faire quelque chose pour contribuer au développement. Ok. Pas Quoi encore y rester, hein. Voilà. Ok. Mais je ne me vois pas non plus vieillir en Europe. Ok. Non. C'était pas une vie là-bas. Je dis pas aux gens de ne pas. Mais c'est le stress qu'on rencontre là-bas. Moi, je vois des gens qui sont allés là-bas depuis des années, qui ne sont jamais revenus, qui ne pensent pas revenir ici. Et quand moi, je vois leur vie, je me dis, écoutez, moi, je ne peux pas. Certes, le pays, le Togo, on dit que les choses ne sont pas bonnes, il y a des difficultés, mais il y a des problèmes partout. Ici, c'est vrai que voilà, on s'en sort mieux, mais ça ne veut pas dire que j'aimerais forcément demeurer là-bas, non. J'apprends, je reviens chez moi, je crée quelque chose qui permet de créer de l'emploi. Et c'est vrai que, voilà, étant donné que je suis résidente là-bas, je ne peux pas forcément revenir ici et demeurer définitivement. Il y aura sûrement des allers-retours. Des allers-retours. Voilà. Mais voilà, je ne me vois pas vieillir au Luxembourg ou en France, non. Surtout avec le froid. Alors, on conseille pour nos jeunes qui nous suivent dans cette émission, parce que on le fait, c'est la tradition de cette émission qu'il exige pour ces jeunes-là qui veulent voyager. Au travers de ton déroulé tout à l'heure, je comprends que paresseux ne peut donc pas vivre, rêver, faire sa vie du côté de l'Occident. Quel serait donc ton mot à l'endroit donc de la jeunesse qui nous suit au travers donc de cette émission, et pour ceux qui te suivent déjà sur tes comptes sociaux et qui t'admirent tant, quel est le secret derrière? Alors déjà, j'aimerais dire aux gens que quand on est paresseux, c'est pas la peine de s'engager sur cette voie-là, parce que quand on est paresseux, on ne peut jamais suivre le rythme là-bas. Il faut de la discipline, de la volonté. Et quand on n'a pas ces deux choses-là, il ne faut vraiment pas le faire. Et quand vous arrivez aussi là-bas, essayez de prendre les bonnes décisions. Ne pas suivre bêtement les conseils, toujours analyser et se dire que je viens de loin. Il ne faut pas suivre tout le monde. Il faut que j'arrive à faire mes propres choix pour pouvoir y arriver. Et aussi travailler, ça c'est la clé. Travailler. Voilà. Alors la gestion des stress, comment est-ce que toi personnellement tu arrives à le faire? Comment tu arrives à gérer le stress? Alors pour gérer le stress, j'ai mes petites activités. Ça aide. Ça aide beaucoup. Et quand je parle d'activité, j'ai des cours de danse, je pratique de la salsa cubaine, d'afro-dance. Et aussi, je me tue à la salle de gym durant mes cours de fitness. Donc, faut avoir un beau corps. Donc, voilà. Super. Alors, un dernier mot, naturellement, dans cette émission, pour nos téléspectateurs qui nous ont suivis jusque-là. Quel serait donc ton dernier mot? Alors, pour mon dernier mot, mon souhait, c'est que tout le monde aille et fasse son expérience. C'est toujours bien de voyager, de découvrir l'autre côté du monde. Donc, si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le, sortez de votre zone de confort, découvrez le monde et revenez chez vous et créez quelque chose de beau. Voilà, construisons ensemble le Togo, quoi. Voilà. Construisons ensemble le Togo. Jacob, c'est les mots de Déborah que nous avons reçus aujourd'hui. Merci Déborah d'être passée chez nous. Merci, et j'espère vivement que tu es en train de passer un très bon séjour au Togo. Et
C'est bien ça. Ah oui. C'est bien ça. Ah oui, Quelles sont les oui. villes que tu as déjà visitées? Je suis allée à Palimé. Je suis allée voir Naturellement, tout papa. le monde tu vois Palimé, hein. D'accord. Palimé, c'est chez moi, donc voilà, automatiquement, je suis allée là-bas. Et honnêtement, je suis restée à Lomé maintenant. Je voulais aller à Nero, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. J'espère que j'aurai le temps de le faire avant de repartir. Super. Alors, on fait un coucou à tous ceux qui nous suivent dans cette émission depuis Palimé. On fait un coucou spécial à papa de Déborah et également donc à tous ceux qui sont des Togolais qui vivent à l'étranger, en Occident et qui souffrent dans l'adversité, dans la neige et dans tout ce qui va avec pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins, également aux besoins donc de la famille du côté du pays, notamment au Togo. Un coucou chaleureux, big up à vous, comme le dirait quelqu'un. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette merveilleuse émission et de cet entretien qui vous a été proposé. On se retrouve naturellement la semaine prochaine. Restez fidèles à New World Economy. À très très bientôt. Au revoir.